Bonjour à tous, on est sur Radio Calonne. C'est Marie, je vous présente Gilda, Yvette, Claire, Théo, Edwige, Thierry, Antoine, Charlet, Elina et Alexis. Bonjour. 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 C'est l'émission du foyer de Saint-Paul. Le sommaire de l'émotion. On va parler de sexologie, des tabous de la sexualité et toutes les questions qu'on pourrait avoir. Avec Claire. On commence en musique avec les frères Jackfruit sur Radio Calonne. Radio. Écoutez les frères Jus de Fruits sur Radio Calonne. On accueille Claire. Bonjour. Bonjour. Claire est sexologue. Qu'est-ce que c'est la sexologue ? Alors, sexologue, c'est une profession non réglementée, mais être sexologue, c'est être spécialité dans la sexualité humaine. C'est-à-dire que c'est un professionnel de santé, idéalement. Donc moi, ma profession de base, c'est psychomotricienne. Ça, c'est une profession de santé comme être kiné ou être ergo ou infirmière. Et en plus de ma profession de psychomotricienne, j'ai fait 3 ans d'études à l'université sur la sexualité. Et tout ce qui regroupe la sexualité. À la fois comment on est en amour avec quelqu'un, mais comment on a du désir sexuel pour quelqu'un, les pratiques sexuelles et surtout quand il y a des problèmes dans sa sexualité. Claire, comment faut faire si on veut faire ton métier, il y a un bac, un diplôme, je sais pas. Ouais, alors comme je disais, idéalement, un sexologue, comme c'est pas réglementé, en fait, il n'y a pas de loi qui régit ça. Par contre, dans l'idéal, on est d'abord professionnel de santé. Donc moi, j'ai obtenu mon bac, puis j'ai fait une école de psychomotricité. Je suis devenue psychomotricienne diplômée d'État. C'est l'État qui me donne un diplôme comme sage-femme, par exemple. Et en plus de ça, après, j'ai refait 3 ans d'études pour être sexologue.
Ouais, c'est un peu long. Ouais. Et après, ça me donne le droit, quelque part, de pouvoir accompagner des personnes autour de leur sexualité. Mais ceux qui n'ont pas de bac, ils font comment? Alors, il n'y a pas possibilité de devenir professionnel de santé sans le bac. En général, c'est des écoles ou c'est l'université qui permet d'accéder à ce genre d'études. Comme sexologue en soi, c'est pas un métier qui est réglementé. Il y a des personnes, des fois, qui n'ont pas le bac, qui s'installent en tant que sexologue après des formations privées. Mais moi, je peux pas savoir tout ce qui se fait dans toutes les formations. Moi, je vous parle de la formation que je connais à l'université. Oui. Voilà. Merci. En quoi consiste ton travail? Alors, mon travail, moi, je travaille en cabinet, essentiellement. Donc, j'accueille en fait des personnes, des adultes, qui viennent me voir parce qu'ils ont des problèmes avec leur sexualité. Soit c'est des problèmes ils sont pas satisfaits de leur vie sexuelle, soit ils sont pas satisfaits de leur vie amoureuse. En fait, ils se sentent des fois un peu mal dans le fait de comment séduire quelqu'un, comment rencontrer quelqu'un, comment rester en couple des fois parce que le couple a des problèmes, ou simplement des personnes qui, au niveau de la sexualité, soit je prends pas assez de plaisir dans ma sexualité, soit j'ai l'impression de pas avoir assez de désir sexuel et de pas avoir envie de sexualité et ça m'embête. Soit au contraire, quand j'ai du plaisir sexuel, c'est pas satisfaisant. Il y a quelque chose qui me manque. Ça, c'est vraiment la partie en cabinet. Mais en plus de ça, j'ai une partie de formation. C'est-à-dire que je vais dans les établissements, former les équipes, notamment dans les institutions qui accueillent des personnes en situation de handicap, pour pouvoir créer des actions d'éducation à la sexualité, d'accompagnement à la vie intime, affective et sexuelle pour les personnes en situation de handicap. Donc je me suis un peu spécialisée, moi, dans le champ du handicap. Mais au cabinet, je reçois de 18 à 99 ans des personnes qui viennent me voir autour de leur sexualité. Comment se passe une séance? Alors, en sexologie, de manière générale, il y a toujours un premier rendez-vous. Le premier rendez-vous, c'est vraiment ce qu'on appelle un entretien diagnostique. Bon, c'est un gros mot pour dire qu'on va discuter. En général, ça dure 1 heure. Et je demande à la personne tout un tas de choses sur qu'est-ce qui l'amène. Par exemple, quelqu'un vient me voir en me disant, moi, j'ai des problèmes avec mon érection. J'arrive pas à avoir des érections. Ou alors, j'ai des problèmes avec le fait de ressentir du plaisir sexuel. Donc moi, je vais interroger la personne pour savoir depuis quand il y a cette difficulté-là. Je vais demander comment s'est fait l'éducation à la sexualité, comment se sont passés les premiers rapports, par exemple. Est-ce que la personne elle a des partenaires réguliers ou multiples? Toute la première séance, c'est une grosse discussion où j'évalue d'où peut venir le problème au niveau de la sexualité. D'accord. Et après ça, les autres séances, elles sont en fonction de la problématique. En fonction du problème de la personne, je vais lui proposer un plan de soins. C'est-à-dire que, par exemple, quand on va chez le médecin, après l'entretien, le médecin, il vous dit, je vous prescris des séances de kiné ou je vous prescris ce médicament-là qu'il faut prendre, etc., etc. Moi, à la fin de la séance, souvent, je vais prescrire des exercices à faire à la maison, en couple ou tout seul, et puis après on va se revoir, on va discuter de certaines choses ensemble, donc on parle beaucoup, mais aussi moi comme je suis psychomotricienne, ma profession de base c'est de travailler avec le corps pour se sentir à l'aise dans son corps, donc on va travailler ensemble à comment est-ce qu'on peut s'en sentir plus à l'aise dans son corps dans la sexualité, avec des petits exercices et de relaxation, d'hypnose, de méditation, mais aussi des mouvements, ce genre de choses. On fait pas de sexualité dans mon cabinet. La sexualité, c'est toujours dans l'intimité. Je préfère le dire quand même. Mais par contre, on peut faire des mouvements avec le corps pour comprendre exactement c'est quoi la détente, la contraction, en fonction des objectifs de soins. Claire, c'est pour soigner quoi en fait? Et par exemple... Ok, c'est pour soigner les troubles sexuels qu'on vient voir un sexologue. Les troubles sexuels, c'est quoi? C'est par exemple des difficultés d'érection, le fait que le pénis n'arrive pas à rentrer en érection. C'est si on reste sur les pénis, c'est des éjaculations prématurées, c'est-à-dire que l'éjaculation arrive trop vite pour que ce soit satisfaisant, le rapport sexuel. Ça peut être aussi ce qu'on appelle des dyspareunies. Les dyspareunies, c'est des douleurs au moment du rapport sexuel. Du vaginisme. Le vaginisme, c'est quand le vagin de la personne à vagin est trop contracté et qu'il ne peut pas y avoir de pénétration, par exemple. Ça peut être aussi pour trouble du plaisir, c'est le fait de pas avoir d'orgasme, de pas ressentir de plaisir dans la sexualité. Trouble du désir, le fait d'avoir soit trop, soit pas assez de désir pour que la sexualité, elle soit chouette.
pour la personne. Mais ça peut être suite par exemple à un trauma, à des violences sexuelles. Je sais que vous avez fait un épisode sur les violences, donc ça peut être suite à ça pour se reconnecter à sa sexualité. Ça peut être aussi quand dans le couple, les deux n'ont pas le même désir et du coup ça crée du conflit. Ça peut être aussi parce que les fantasmes que j'ai, je me sens pas à l'aise avec ça. Ça me correspond pas en fait, ces fantasmes-là et ces désirs-là. Voilà, tout ce qui regroupe finalement la sexualité et dans la pratique et dans l'imaginaire, ça relève de la sexologie. Et vous êtes beaucoup à faire ça ou pas? En France, alors encore une fois, je vais répondre le fait que ce soit pas réglementé. Comme c'est pas réglementé, il y a énormément de personnes qui s'installent en sexologie. Des personnes sexologues qui sont professionnels de santé et qui se spécialisent en sexologie. Je crois je sais plus, je voudrais pas dire de bêtises. Il y a eu une grosse étude l'année dernière sur les sexologues en France et je saurais pas te répondre. D'accord. Des sexologues qui sont spécialisés par exemple dans le handicap, je sais qu'en Bretagne on est assez peu. Finalement. D'accord. Et sur certains territoires, il n'y a pas beaucoup de sexologues. Par exemple, à Nantes, il y a une école de sexologie. Donc, il y a plus de sexologues. Ici, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de sexologues à Morlaix. D'accord. Ok, merci. Est-ce que tu juges les gens? Jamais. Jamais, parce que souvent on se dit que la sexualité, il y a une seule manière d'avoir une bonne sexualité. Et qu'est-ce que c'est une bonne sexualité? En fait, ça n'existe pas vraiment. Dans l'imaginaire collectif de notre société, une bonne sexualité, c'est celle qui répond à nos normes et nos représentations, à l'éducation sexuelle qu'on a eue. L'éducation sexuelle en France qu'il y a, très souvent, on l'a eu par le porno. Et du coup, c'est toujours un peu la même sexualité. Une sexualité hétérosexuelle, donc un homme et une femme. Une sexualité avec pénétration, donc le pénis qui va dans le vagin. Il faut qu'il y ait des préliminaires, il faut qu'il y ait éjaculation. Ce serait ça la bonne sexualité. Mais en fait, dans la réalité, ça n'existe pas une bonne sexualité. La seule bonne sexualité, c'est celle qui respecte la loi, donc le consentement en fait, et tout le reste en fait, la sexualité c'est très très large, c'est comme un énorme champ avec plein de plantes très différentes. Donc moi je peux pas juger parce qu'il y a des sexualités très diverses, comme il y a des plantes très diverses dans le monde, et il y a des sexualités très diverses, donc je ne juge jamais. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent te voir qu'on fait des délits sexuels? Et comment ça se passe et comment le mode d'emploi? Ouais, ok. Oui, on appelle ça des personnes autrices de violences sexuelles. Oui, ça arrive que des personnes viennent me voir. Et même dans ce cas-là, moi, je ne juge pas la personne. Déjà parce que moi, je ne suis pas juge. C'est pas mon rôle. Mais le mode d'emploi, comme tu dirais, c'est toujours de rendre visible ce qui n'est pas acceptable. Ce qui n'est pas acceptable, c'est de ne pas respecter le consentement des autres. Donc de faire des violences. Néanmoins, très souvent, une personne qui a commis une violence sexuelle, ça n'a pas de rapport avec sa sexualité. C'est un trouble plutôt relationnel de comment est-ce qu'elle interagit avec l'autre. Et ça arrive souvent qu'une personne qui a commis des violences sexuelles, elle-même a été victime de violences sexuelles avant. Donc en fait, ça va être juste de prendre soin de sa sexualité pour que ça se reproduise pas, surtout. Et que la personne, elle prenne conscience de pourquoi c'est important, qu'est-ce qui est important dans ce qui s'est passé. Ok. Quels sont les grands facteurs, les grandes causes que les patients viennent te voir? Alors, moi, ce que je remarque, c'est que dans les motifs de consultation, effectivement, il y en a plusieurs qui reviennent. Très souvent, il y a la question des troubles du désir sexuel, le fait que la personne a la sensation de ne pas avoir assez de libido, de ne pas avoir assez d'envie sexuelle. Il y a ça qui revient beaucoup. Il y a la question aussi de ce qu'on appelle la dysfonction érectile. Donc, c'est le pénis qui n'est pas bien en érection, qui empêche un petit peu l'érection. Ça, c'est les deux grandes causes. Dans le couple, quand c'est des couples qui viennent me voir, très souvent c'est la question du désir. C'est on n'a pas le même désir, on n'a pas la même libido, et du coup ça crée des conflits. C'est t'as jamais envie, ou toi t'as trop envie. Vous voyez, c'est ce truc là, et on n'arrive pas à faire coïncider les deux désirs. Ce que je remarque aussi dans un des facteurs je dirais assez transversal qui réunit un peu tout le monde, il y a vraiment cette question de l'éducation à la sexualité. Beaucoup dans mes consultations, je fais ce qu'on appelle de la sexo-éducation, c'est l'éducation sexuelle. D'expliquer aux gens comment est-ce que fonctionne leur corps, comment est-ce que fonctionne le désir, et du coup comment est-ce qu'on peut avoir une sexualité qui est plus épanouissante. Et je me dis que si on avait eu dès l'enfance une bonne éducation à la sexualité, et là je dis bonne parce qu'une éducation complète à la sexualité, on parle vraiment de la sexualité, sans tabou, sans cacher des trucs, en parlant vraiment de la sexualité comme elle a lieu dans la réalité, et peut-être qu'il y aurait moins de troubles sexuels, finalement. D'accord. Claire, à quel âge on
on peut avoir des envies, ou est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent plus se voir? Ok, alors effectivement, si tu me parles du développement de la sexualité, à quel âge ça commence la sexualité? C'est ça, c'est un peu ça ta question? Ouais, quand les gens viennent te voir, c'est des ados, des adultes. Alors, moi, les gens qui viennent me consulter, moi, j'ai pris le parti de recevoir des jeunes à partir de 15 ans. 15 ans, pourquoi? Parce que c'est l'âge à partir duquel une personne mineure peut avoir des relations sexuelles avec une personne majeure. Ouais. Par contre, comme c'est un lieu de soins, il faut que la personne qui soit tutrice légale, elle donne son accord. Donc, ce qui fait que j'ai peu de personnes mineures. Néanmoins, quand je fais des interventions aussi, là, j'ai des ados. Ouais. Par contre, les personnes qui viennent me voir au cabinet, très souvent, c'est à partir de 18 ans. Ah oui. Après, si ta question, c'est à partir de quand on commence à penser à la sexualité, tu vois, la sexualité, c'est quelque chose d'inné. En fait, c'est quelque chose qui est du vivant. Les plantes ont une sexualité, les animaux ont une sexualité, les poissons ont une sexualité. Donc en fait, c'est quelque chose du vivant. Le tout petit, il a sa sexualité parce que c'est un être vivant. Néanmoins, l'âge à partir duquel on commence un apprentissage sexuel, c'est déjà aussi dès tout petit. Dès 2 ans, l'enfant, il comprend qu'il y a des pénis et des vulves, qu'il y a 2 sexes qui sont différents. Mais ça veut pas dire qu'ils ont des rapports sexuels, ça veut juste dire qu'ils commencent à comprendre qu'il y a des corps sexuels qui sont différents. Et puis après, un peu plus tard, à 5-6 ans, ils comprennent qu'il y a la question de l'amour. Et puis après, vers 8-9 ans, ils s'interrogent sur la sexualité, etc., etc. Donc le développement de la sexualité, c'est tout petit et jusqu'à la fin de la vie. Ok, merci pour la réponse. De rien. Est-ce que tu as beaucoup de personnes handicapées qui viennent te voir pour ça, quoi? Oui, je reçois des personnes en situation de handicap qui viennent me voir en rapport avec leur sexualité. Soit parce que il y a un trouble du plaisir sexuel, donc d'une difficulté à atteindre l'orgasme, et du coup ça provoque beaucoup de difficultés pour la personne parce que c'est douloureux, une sexualité qui est pas agréable finalement, donc ça l'envahit un peu. Ou alors parce que c'est des questions d'affectivité, parce qu'en sexologue on entend beaucoup le sexe, mais dans le sexe il n'y a pas que la pratique sexuelle, il y a aussi tout l'amour autour, de comment est-ce que je me sens proche de quelqu'un. Et du coup je reçois des personnes en situation de handicap pour ça. Mais pourquoi est-ce que moi je reçois des personnes en situation de handicap? C'est parce que, encore une fois, avant d'être sexologue, je suis psychomotricienne, et du coup avant d'être sexologue, moi j'ai travaillé dans des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap, donc je suis, je dirais, déjà formée au handicap. Donc c'est plus facile pour moi d'allier les deux. Comme nous, quoi. Comme vous, tout à fait. Pause musicale, on va écouter Soviet Suprême sur Radio Colonne. Soviet Supreme Party. Party pour la Soviet Supreme Party. Au dance club du Red Army. Le one step, deux step, high tech, dubstep. En conco discothèque. Au one ma petite John Lennon qui passe une polka Pushkin et Ragara Rasputin, Sylvester, Staline swing. LA crame le dance floor, kiffe le Kremlin, c'est open door. Viens faire la coupole sur la place rouge, fais le plein de neige et réchauffe ton corps. Mamazurka, sur Pavlova, bois ta vodka dans la Volga. Bablouchka, classe à vite sa chérie, давай. Camarade, cette musique m'emmène droit au club Bolshoi. Black Christian, White Christian, tout le monde. Ce soir c'est soirée Moussorski et le ballet danse toute la nuit. Stravinsky lève son whisky et commence un foxtrotski. Ah, viens là ma petite tsarine, sous toi la glace s'illumine. Tourne comme sur le lac des Cygnes, Makamaya Kakaline. Sur Karioka Khrouchtchev, tu fais fondre l'URSS. Bouge ton Potemkin, davai sublime. Soviet Supreme Party. No reject, no select, no complex, no stress, no dress code, no password, no code.
gross, no worse than no best. No casting for starting, non putting for nothing. No blah blah, no bling bling, давай. Soviet Supreme Party. Soviet Supreme Sur Radio Calonne, on écoutait soviet.com. Suprême, Soviet suprême. Soviet suprême. On est toujours avec Claire pour parler de sexologie. Qu'on a les règles, comment on fait pour faire l'amour? Alors, ta question, c'est est-ce qu'on peut avoir un rapport sexuel pendant les règles? Oui, c'est pas du tout dangereux d'avoir un rapport sexuel pendant les règles. Il y a même certaines personnes menstruées, donc des personnes qui ont leurs règles, qui ont beaucoup plus de libido au moment de leurs règles. Aussi, c'est pas dangereux pour un pénis de pénétrer un vagin pendant des règles. Les règles peuvent même faire office de lubrifiant. Ce qui est important, c'est de mettre un petit drap, par exemple, sur le lit pour éviter de tout tacher. Mais ça fait partie des tabous de est-ce que c'est sale les règles, est-ce qu'on peut quand même avoir une sexualité? Oui, les règles n'empêchent pas du tout d'avoir une sexualité. Aussi, la sexualité, c'est pas forcément avoir un rapport sexuel avec pénétration. Donc on peut aussi avoir une sexualité en dehors de la pénétration pendant les règles, sans toucher le vagin ou la vulve par exemple. C'est des pratiques qui peuvent exister. Une fellation, des caresses, des bisous, ça c'est déjà un rapport sexuel. La définition du rapport sexuel, c'est prendre du plaisir à deux. Donc ça veut bien dire qu'il n'est pas obligé d'avoir telle ou telle pratique sexuelle, ni forcément une pénétration. Ça répond à ta question? Oui. Claire? Oui. Ça se passe comment pour ceux qui ont des implants? Qui ont des implants contraceptifs, tu veux dire? Des implants contraceptifs? Ouais. Alors, de manière générale, les contraceptions, ça peut avoir un effet sur la sexualité, ça peut jouer un petit rôle sur la libido. Il y a des personnes qui prennent la pilule ou des fois qui prennent l'implant qui disent « Ah ben j'ai plus le libido, j'ai ma libido qui a chuté ». Donc on peut avoir un petit peu moins d'envie sexuelle. Néanmoins, sur la sexualité, qu'est-ce que ça empêche l'implant? L'implant, il va empêcher d'avoir une grossesse qu'on veut pas. C'est simplement ça. Sinon, il va pas empêcher autre chose. Ah ouais, d'accord. Ok ? Merci. De rien. C'est quoi être amoureux? C'est quoi être amoureux? Ça, c'est une question philosophique. L'amour, ça pourrait se définir avec 3 grandes dimensions. Être en amour de quelqu'un, c'est être attaché à quelqu'un. C'est-à-dire qu'avoir envie d'être proche de cette personne. Ça, c'est le premier point, c'est être attaché, c'est l'attachement. Le deuxième point, être amoureux, c'est admirer la personne. C'est considérer que la personne qu'on aime, bah, c'est quelqu'un d'incroyable, d'extraordinaire, qui fait de belles choses, qui réussit ce qu'il entreprend, par exemple. Donc il y a l'attachement, l'admiration. Et la troisième dimension de l'amour, c'est l'attirance. C'est le fait qu'on est attiré sexuellement et physiquement par la personne. On la trouve réellement belle dans son corps, dans ce qu'elle dégage, dans sa manière d'être. Ce serait ça l'amour. Après, c'est très philosophique parce qu'il y a... comme la sexualité, il y a autant de sexualité qu'il y a d'humains, bah, il y a autant de manières d'être amoureux que d'humains aussi sur Terre. Okay. Et des fois, on différencie l'amour de l'amitié en disant bah, c'est la sexualité qui différencie si on est des amis ou si on est des amoureux. Bah, il y a des amis qui couchent ensemble. Et des amis. Oui, des amis qui ont une sexualité ensemble. Mais ils sont amis, ils sont pas amoureux. C'est gênant. C'est gênant. Qu'est-ce qui serait gênant? J'ai compris, hein. C'est gênant. Alors, qu'est-ce qui serait gênant? Ami, c'est pas autre chose. Alors, qu'est-ce qui différencierait, pour vous, l'amitié de l'amour?
Ami, c'est ami, c'est un lien amical, c'est pas de dérapage. Pas de dérapage. Ça n'a rien à voir. Hein. Alors ce serait quoi cette différence? Bah, c'est un ami, pour moi, c'est comme un pote ou une pote. Il n'y a pas de dérapage, quoi. Il n'y a pas de sous-entendu, quoi. Donc il n'y a pas d'attirance sexuelle. Non. Ce que tu dis, c'est que dans l'amitié, il n'y a pas d'attirance sexuelle. Non. Non. D'accord. Vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. Qu'est-ce que c'est l'attirance avec ce que tu as parlé? L'attirance sexuelle, qu'est-ce que c'est? L'attirance sexuelle, c'est le fait que la personne que je vois me provoque du désir sexuel. C'est j'ai envie de partager quelque chose d'intime avec elle. Les papillons dans le ventre, par exemple, ça, c'est du désir sexuel. Quand on sent cette sensation-là de papillons dans le ventre. C'est quoi les papillons dans le ventre? Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation de quand vous voyez quelqu'un, dans le ventre ça fait des petits guilis, ça se contracte un peu, on la trouve très belle cette personne, on s'imagine tout de suite l'embrasser, la câliner. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ça par exemple c'est du désir sexuel. Même dans les yeux aussi. Les yeux qui brillent? Brillent, ouais. Ouais. Ça m'est arrivé, je crois. Ça peut arriver. Ça peut être aussi dans le cadre de l'admiration d'avoir les yeux qui brillent. C'est quoi? Moi, quand j'ai les yeux qui brillent quand je bois, mais sinon. Mais alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que l'alcool, par exemple, ça a tendance à désinhiber. Donc ça peut ajouter du désir ou en tout cas de la curiosité sexuelle, par exemple. Néanmoins, c'est important de rappeler que quand on est trop alcoolisé, on n'est plus en mesure de donner son consentement sexuel. Bah non. Eh oui. Ouais. Et ça fait bizarre d'avoir des amis couchés ensemble. Ça fait bizarre d'avoir... il y a des personnes pour qui c'est bizarre et il y a des personnes pour qui c'est pas bizarre. Et encore une fois, comme la sexualité, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de règles, mis à part les règles de la loi. En fait, on peut faire un peu ce qu'on veut. Tant que tout le monde est consentant, on peut faire un peu ce qu'on veut. Mais après, il faut aussi l'accord, demander à la personne, tout ça. Exactement, le consentement. Si faut demander, et puis faut pas le faire, quoi. Faut demander à la personne s'ils veulent faire tout ça, quoi. Oui, c'est ce que tu dis, c'est le consentement. Forcément, les faux. Exactement. De forcer, c'est interdit. Et le consentement, il a plusieurs règles. Une des règles du consentement, par exemple, c'est que la personne, elle dit oui avec les mots, mais il y a tout le corps qui dit oui aussi. Donc ça, c'est le désir sexuel qui s'exprime. C'est un oui, des personnes disent c'est un oui joyeux ou un oui authentique. C'est-à-dire que c'est pas seulement la bouche qui dit oui, c'est tout le corps qui dit oui aussi. D'accord. Qui a vraiment envie de faire quelque chose de précis. D'accord. Merci. Est-ce qu'on peut changer d'avis au dernier moment? Toujours. Je vous disais, il y a plusieurs règles dans le consentement. La première, c'est le oui qui est avec les mots et avec le corps. Une des deuxièmes règles, c'est que le consentement est révocable. Révocable, ça veut dire que n'importe quand, je peux retirer mon oui et je peux dire non. Toujours, toujours, toujours. Même si c'est pendant le moment de séduction, même si c'est pendant les bisous avant un rapport sexuel, même en plein milieu d'un rapport sexuel, on a le droit de dire « je suis plus dedans, j'ai plus envie ». Et ça ne fait pas de nous quelqu'un qui allume ou quelqu'un de relou ou quelqu'un de frigide ou je ne sais pas quoi. Non, en fait, l'idée du rapport sexuel, encore une fois, c'est de prendre du plaisir à deux. Si on a un qui est plus dans le mood, on prend plus de plaisir finalement. Donc on a totalement le droit de retirer son consentement à n'importe quel moment. Qu'est-ce qu'on ne doit pas accepter, y compris dans les relations intimes? Qu'est-ce qu'on ne doit pas accepter dans les relations intimes? Alors j'ai du mal à comprendre exactement le sens de ta question. Oui. Je dirais qu'on ne doit pas accepter de ne pas être respecté de l'autre, par exemple. Ouais. Que l'autre prenne toutes les décisions pour nous. Et on parlait, tu vois, du désir sexuel. Et je vous disais, ça se ressent dans le corps, le désir sexuel. Et ça se ressent aussi dans la tête. Le désir sexuel, dans la tête, c'est toutes nos pensées sexuelles, tout ce qu'on a envie de faire, nos fantasmes un peu. C'est, par exemple, le désir sexuel, c'est, si on fait un rapprochement, ce serait ce qu'on a envie de manger. Il y a des gens qui aiment les barbecues, il y a des gens qui préfèrent les salades, par exemple. Et ce qu'on ne devrait pas accepter, c'est qu'on nous impose le fait de dire, si, il faudrait qu'aimer le barbecue et on ne va jamais faire de la salade. Alors qu'effectivement, une salade avec le barbecue, c'est plutôt bon. Ah bah oui.
Je prends souvent des salades avec des saucisses. C'est deux choses qui vont ensemble. C'est une bonne idée le barbecue. Ouais, t'as toujours des salades de riz, des salades composées, des trucs. J'ai un peu une question. Est-ce que aussi tu reçois du monde aussi qui est un peu en prison, s'ils viennent te voir aussi ou pas? Alors non, moi je travaille pas en prison parce que le fait. Non, mais du passage. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de recevoir des personnes qui effectivement avaient commis des délits ou qui avaient été en prison et je les ai vues ensuite. Oui, voilà. Oui, était là ma question. Ouais. Et bah oui, ça m'arrive. Et même là, je juge pas. Oh. Bah sympa. Merci. Comment dire ce qu'on ressent à son ou sa partenaire? Moi, je dis souvent que la communication en sexualité, plus c'est simple, plus c'est simple. Plus on dit les choses simplement et en transparence, plus c'est facile. Effectivement, si on a l'habitude avec sa partenaire de discuter de plein de choses, et ben la sexualité, ça va être facile. Souvent, la sexualité, ça devient un sujet un peu tabou dans le couple. Pour autant, le fait d'en parler, eh ben, ça améliore beaucoup de choses. Il y a des jeux, par exemple, je peux vous conseiller des jeux qui existent pour parler de sexualité. Il y a le jeu, par exemple, Disculton, qui est un jeu de société avec des cartes où on peut se poser des questions autour de la sexualité. Il y a aussi le jeu MyLuby qui permet, c'est une entreprise de lubrifiants, donc qui permet d'améliorer le confort sexuel, je dirais. Ils ont créé un jeu où justement en couple on a des petites questions et ça permet de dire toi c'est quoi tes fantasmes, toi ta libido en ce moment elle est plutôt haute, elle est plutôt basse, toi dans notre sexualité est-ce qu'il y a des choses que t'aimerais que je fasse plus, est-ce que t'aimerais qu'il y a des choses que je fasse moins. En tout cas ces petites questions là posées par un jeu, ça peut permettre de fluidifier et de pas être un peu gêné. Des fois quand on se dit on va parler de sexualité, on est un peu gêné, on sait pas trop quoi dire, et les jeux de société c'est un vrai médiateur qui peut aider la communication dans le couple. Comment parler de ses envies ou de ses limites sexuelles sans gêne? Alors, ce que je disais, la question du jeu est un bon support. Effectivement, il y a d'autres supports. Par exemple, moi, je conseille souvent le livre Corps, amour et sexualité de Charline Vermont, qui est une sexothérapeute. Et en fait, c'est assez intéressant de se dire, on achète le livre à deux, et comme ça, on le lit ensemble et après, on en discute. Et ça permet de parler de ses limites, de ses envies, etc. Ça peut être vraiment, vraiment aidant. Il y a un exercice que j'aime bien donner, moi, sur les envies sexuelles au couple. C'est ce que j'appelle la boîte à fantasmes. C'est de se dire, chacun, dans son coin, va s'accorder un petit temps pour écrire ses envies sexuelles. Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec toi? Qu'est-ce qui m'exciterait dans ma sexualité avec toi? On parle de sexualité. Et ensuite, on se donne un rendez-vous pour se lire ces petits mots-là et voir qu'est-ce qu'on met dans la boîte où on est d'accord tous les deux pour accomplir ces envies-là. Et cette boîte-là, on la garde dans la chambre, par exemple, et de temps en temps, on se donne un petit rendez-vous sexuel, hop, on pioche une idée. Tiens, qu'est-ce qu'on va faire ce soir comme scénario? Un tel va attacher un tel va masser les pieds de l'autre, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, la boîte à fantasmes, c'est une des solutions pour pouvoir discuter de ses envies. Et des limites, parce que quand on va lire, et on va se dire, ah non, moi ce fantasme-là, j'ai pas du tout envie de l'accomplir, on se rend compte de ce qu'on n'a pas envie de faire. Je donne aussi des fois aux personnes qui viennent me voir des grands questionnaires avec toutes les pratiques sexuelles qui existent. Il y en a plein. Et du coup, les personnes, elles vont cocher ça oui, ça peut-être, ça non pas du tout. Et ça permet ensuite après de mettre les deux questionnaires ensemble et de voir où est-ce qu'on se retrouve. Ok, merci. Mais est-ce que les personnes handicapées comme nous là, on peut être amoureuse ou amoureux d'une personne normale? D'une personne sans handicap? Sans handicap. Tu veux dire? Oui. Eh bien oui, parce que l'amour n'a pas de règles. Ah bon? La sexualité n'a pas de règles non plus, en fait. La question du désir sexuel, de la libido ou de l'amour, c'est presque deux êtres, deux humains qui vont se rencontrer et se dire je suis profondément attaché, en admiration et attiré par cette personne. Qui a un handicap ou non, en fait. Le handicap, il n'a pas, de facteur là-dedans. Ouais, mais j'avais la question, mais est-ce que la personne, quand elle veut pas de la personne qui est handicapée, elle dit non? Elle peut dire non ou oui? Alors, quoi qu'il arrive, handicap ou pas handicap, si on n'est pas attiré par une personne, on a le droit de dire non. On dit non simplement et j'ai pas envie de relationner avec toi. Et ça, c'est ok. Néanmoins, on sait que
Quand on est une personne en situation de handicap, on a une vulnérabilité. C'est-à-dire qu'il y a un facteur de risque d'être victime de violences sexistes et sexuelles. Du fait d'une part du manque d'éducation sexuelle, parce que si déjà en population générale, il y a eu peu d'éducation sexuelle jusqu'à maintenant, pour les personnes handicapées, il y en a eu encore moins. Là, avec les nouvelles recommandations de bonnes pratiques de l'HAS, avec l'ouverture des institutions, avec Intimagir par exemple, l'éducation à la sexualité dans les institutions qui accueillent des personnes handicapées, ça a tendance à se démocratiser, mais pendant très longtemps, je ne sais pas pour vous, est-ce que vous avez eu dans votre parcours de vie beaucoup d'éducation à la sexualité ? Oui, ouais. Oui, tu as eu de l'éducation à la sexualité ? À l'école. À l'école, ok. À l'école, on avait parlé de comment on disait le corps humain, voilà. Le corps humain. En fait, il y a un deuxième frein qui est parfois l'éducation à la sexualité. Ça va parler de grandes lignes générales de la contraception au sens large, du corps, des règles par exemple. Mais est-ce que ça va parler du plaisir sexuel, du désir sexuel, du consentement ? Pas toujours. Pour autant, c'est quand même les bases pour pouvoir avoir une sexualité partagée. C'est ça qui va manquer. Mais avoir un handicap ou non n'empêche absolument pas d'avoir une sexualité partagée, épanouie. Ou une sexualité solo épanouie, d'ailleurs. L'habit ne fait pas le moine. Exactement. Qu'est-ce que c'est la sexualité seule, en solo ? La sexualité en solo, une des pratiques les plus courantes en sexualité solo, par exemple, c'est la masturbation. La sexualité solo, c'est le fait de prendre du plaisir sexuel avec soi-même. Ça a une fonction différente de la sexualité partagée. La sexualité dans le couple, elle sert à partager un bon moment. La sexualité solo, la sexualité seule, elle sert à répondre à ses besoins sexuels, à décharger des émotions, à déstresser, à prendre du plaisir tranquille, pépouze, sans personne pour nous embêter. Voilà. Elle sert à ça, la sexualité solo. Et la pratique la plus courante, c'est la masturbation. On le sait, par exemple, les études elles montrent que pour les personnes avec autisme et déficience intellectuelle, par exemple, la masturbation, c'est la pratique sexuelle la plus courante. Ok. On va refaire une petite pause musicale avec Solar Project sur Radio Canon. Oh, quelque chose a changé, quelque chose a changé. Tu marches d'un pas léger. Oh, sur ta robe d'été, dans sa corps à corps, les fleurs et la rosée. Oh, quelque chose a changé, tes yeux voient enfin le jour et le monde à tes pieds. Oh, sur ta robe d'été, glisse un peu d'espoir, quelque chose a changé. Et toi, qu'est-ce que tu caches dans ces grands yeux noirs? Quoi, la nuit, le poids du monde s'endort dans tes bras. Je sais bien que tu ne peux pas le dire, t'as fait un pacte avec toi-même et le pire, si j'allume la lumière tu t'enfuis. Oui, mais voilà que vois-je, t'as baissé ta garde, tombe la tour d'ivoire. Est-ce l'odeur des lilas qui annule les drames et plonge tes larmes? Oh, quelque chose a changé, quelque chose a changé. Tu marches d'un pas léger.
Solar Project sur Radio Calonne. Moi, au fait, avec mon copain, quelqu'un me l'a dit, qui m'a posé la question. Est-ce que quand on dit non, on n'ose pas trop le faire avec le copain, même si on a un implant, on n'arrive pas, on dit non. Et au fait, on dit on a confiance et maintenant on a confiance quand la personne dit ça. Ce que tu veux dire, c'est même quand on est en couple, est-ce qu'on a le droit de dire non à un rapport sexuel et que l'autre doit accepter ? Non. Non, c'était pas ça. Par rapport à la contraception. Sans la contraception. Sans préservatif. Ah, d'avoir des rapports sexuels sans préservatif une fois qu'on a l'implant. Oui. Ouais. Et on dit non. Parce qu'on est stressé ou on dit non parce qu'on a peur d'être enceinte. Oui. Alors l'implant, il protège de la grossesse. C'est-à-dire qu'avec un implant, même si on a des rapports sans préservatif, on tombera pas enceinte. Ah oui. Ok, ça empêche de tomber enceinte. Ce que ça empêche, en plus les préservatifs, ça empêche les maladies, les infections sexuellement transmissibles. Ça empêche ça aussi. Le préservatif, il empêche ça. L'implant n'empêche pas la maladie. L'implant, il empêche de tomber enceinte. Ah oui. Ouais. Mais par contre, ça peut arriver d'être stressé pendant un rapport sexuel. Et là, si on dit non, on a le droit aussi de dire j'ai pas envie d'une pénétration, j'ai pas envie que ton pénis vienne dans mon vagin, en fait. Par contre, je veux bien qu'on se caresse, je veux bien qu'on fasse des fellations ou autre chose. Ça me va. Mais par contre, que ton pénis vienne dans mon vagin, ça, j'ai pas envie. Et ça, c'est complètement OK. Ah oui. On choisit ce qu'on veut dans la sexualité. C'est comme un menu au restaurant, on choisit à la carte qu'est-ce qu'on veut manger. Donc je me suis retrouvée dans une classe à l'IME en histoire géo avec la prof. Alors j'avais 14 ans et j'étais très étonnée que ça m'arrive parce que c'était vraiment une tomate. Donc du coup personne ne faisait rien pour moi dans la salle de cours. Donc du coup après Anthony a vu et du coup il a appelé de suite les pompiers. Je les ai pris en charge, mais on m'a dit que j'allais être jeune fille. D'accord. Quand tu dis que c'était une tomate, c'est que tu as eu tes règles et qu'en fait il y a eu beaucoup de sang qui a coulé et en fait ça t'a choqué. Oui. Ouais. Et ça, c'est parce qu'en fait, avant d'avoir tes premières règles, il n'y a pas eu d'éducation à la sexualité pour expliquer ce que c'était que les règles. Non, j'ai pas eu. C'est arrivé à l'école, j'ai eu peur, je me suis mis à crier et tout. Mais bien sûr, parce que quand il se passe quelque chose dans son corps qu'on ne connaît pas, c'est inquiétant et ça fait peur. Et c'est un peu ce que je disais au début je pense que j'aurais beaucoup moins de demandes en sexologie s'il y avait de vraie éducation à la sexualité. Et tu vois, l'éducation à la sexualité, c'est important avant qu'il y ait quelque chose qui arrive, il faut en avoir parlé avant. Avant que tu aies tes premières règles, il aurait fallu t'expliquer que le corps à la puberté ça change, qu'une femme elle a ses règles, que c'est pas grave, que c'est du sang qui coule mais que c'est normal et qu'on peut demander de l'aide pour avoir des protections, pour avoir des médicaments si on a mal, pour consulter une sage-femme ou un médecin dans ces cas-là. Mais moi c'est mon petit ami à l'école qui a appelé de suite qui a pris soin de toi. Les pompiers parce que j'ai pas de mère. D'accord. Mais tu vois, si tu m'en parles aujourd'hui, alors que ça s'est passé il y a 14 ans, ça veut dire qu'une de tes expériences dans ta sexualité s'est mal passée. Bah oui. Que ça, c'est un peu traumatisant pour toi. Bah évidemment. Comment tu l'as vécu ça ? Je me suis sentie mal, laissée, abandonnée, frustrée, j'ai eu peur, j'ai paniqué. Il a fallu qu'ils interviennent à 3 pompiers pour me calmer, pour m'amener, pour me dire. Et après, j'ai retrouvé Susanna, la mère d'Anthony, qui est venue me voir. Donc du coup, elle m'a dit calme-toi, c'est pas trop grave. Elle m'a dit je reviens te voir bientôt, quoi. Et là, ce que tu dis, ça montre bien le fait que de ne pas parler et que la sexualité soit un tabou, et en fait, ça entraîne des situations comme ça qui sont extrêmement difficiles à vivre. Ah oui. Et dont on se rappelle des années et des années après. Ouais, mais ouais.
Alors que si on en avait parlé avant des règles, peut-être que t'aurais pas été mal, t'aurais pas paniqué, et ça aurait été une expérience, ta première expérience de règles, peut-être elle aurait été moins traumatique finalement. Bah ouais, mais non, je pouvais pas. Bah oui, c'est difficile. Parce que depuis 14 ans, j'ai perdu ma mère et j'ai dû aider mon frère. Ok, d'accord. Donc ça se surajoute. Ouais. Tu peux nous aider dans l'éducation sexuelle? Alors, les premières personnes qui commencent l'éducation, c'est les parents. Après, on n'a pas toujours envie de parler de sexualité avec ses parents. Et ça peut être un peu gênant. Voilà. Donc les parents, ils peuvent donner des supports, des petits bouquins. Par exemple, je vous parlais de Corps, Amour et Sexualité, qui est un livre pour adultes, mais il existe la version pour enfants. Il y a le guide du zizi sexuel, il y a le guide de la foufoune sexuelle aussi, qui existe. Pour les tout petits, il y a Zizi et Zézette, de la collection Les Petits Docs. En tout cas, les parents, ils sont là pour donner des ressources pour que l'enfant il commence à investir ces questions-là. Après, l'école est censée donner une éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Dans les institutions, comme ici, les éducateurs, les éducatrices sont de bonnes personnes aussi. Il y a d'autres personnes ressources autour de l'éducation à la sexualité. Il y a le planning familial. Dès qu'on a une question sur la sexualité, qu'on soit en situation de handicap ou pas, on peut aller au planning familial. Tous les sages-femmes, les médecins traitants, ce sont des professionnels de la santé, mais des professionnels de la santé sexuelle aussi. Donc on peut leur poser des questions. Et enfin, en dernière ligne, quand il y a un trouble sexuel, on peut aller voir un sexologue. Ah oui. Alors moi, le passé, les choses qui s'est passé dans ma vie, c'était... on me laissait aussi de côté. Tout ça, c'était à santé que... me sentais différent des autres. Je faisais un très feuille et m'engueulais, tout ça, quoi. Et me croyais dessus, la prof, elle comprenait pas mon handicap à moi, quoi. Après, j'étais après un peu à skate, que là, c'était très dur, quoi. Et puis ils m'ont mis la prof venue de toute la classe et j'ai fait des Legos devant tout le monde, et ça m'a vraiment choqué, quoi. Puis après elle m'a mis en CM2, je me sentais tout seul. Et puis voilà, mon enfance c'est pas très facile, quoi. J'ai laissé un peu peur de me mettre en couple, d'être amoureux, tout ça. J'ai eu une copine avant Magali. Et puis, on avait déjà été dans le lit tout nu, la douche aussi. Je ne sais pas lui dire si je pensais, quoi, que c'est un fait que je connaissais PME. Et puis, après, elle avait peur de sortir des filles, quoi. J'ai peur de sortir avec elle. Et voilà. Et ça, c'était des moments pas faciles. Voilà. Ce que tu évoques là, c'est un sujet important parce que ce que tu dis et ce que moi j'ai compris, tu vas me dire si je me trompe, c'est que quand tu étais avec ta copine, tu osais pas lui dire tes envies sexuelles. C'est aussi, c'est vrai. C'est ça. Même d'aller vers les autres, c'est jamais été facile, que les profs comprenaient pas du tout si je peux approuver, que je peux dire, et ils comprenaient pas, quoi. Les profs de toutes ces histoires, c'est pas là, quoi. C'est ça. C'est de toute mon enfance, on n'aurait pu se passer, quoi. Ouais, moi je comprends que non seulement tu as eu du mal à dire tes envies sexuelles, tu as eu du mal à dire tes peurs, t'as peur de faire un rapport sexuel et t'as peur aussi aujourd'hui de chercher une nouvelle copine. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que la sexualité, c'est pas qu'en rapport avec le sexe, c'est en lien aussi avec l'estime de soi. Et ce que tu dis, c'est mon enfance, elle a été difficile parce qu'on n'a pas compris qui j'étais. Et du coup, aujourd'hui, dans ma sexualité, j'ose pas m'exprimer moi. C'est ça. Et ce rapport, si je reste vraiment sur la question du rapport sexuel et de la peur du rapport sexuel, c'est parce que il y a plein de fantasmes de qu'est-ce que c'est un rapport sexuel, comment est-ce que ça se passe. D'accord. Et on parle pas beaucoup de ça, de ce que c'est vraiment la pénétration, le rapport sexuel, qu'est-ce que ça fait comme sensation, comment est-ce que ça fonctionne. Et le fait de ne pas en parler, ça crée des peurs.
Oui, Moi, je c'est pense que ça, ça crée des c'est peurs. ça. De quoi t'avais peur? Déjà de faire l'amour, j'avais peur. Je sais pas trop aller vers les filles des fois aussi. J'avais du mal à m'ouvrir sur moi-même. Et du coup, j'ai pas eu beaucoup d'amoureuses. Donc, j'avais du mal à aller vers elles. C'est quand les filles sont dans la rue, des fois je dis bonjour, elles répondent pas. Ouais. Puis je sais pas trop parler, on a nommé un téléphone. Qu'est-ce qu'elles font? Ah ouais. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est une phobie qui m'a resté, tous ces trucs. Après, me sont sortis, après, ça allait. Et des fois, le risque, c'est que quand on n'a pas eu beaucoup d'amoureuses ou quand on n'a pas osé avoir un rapport sexuel, c'est qu'après on se dit ah, j'ai passé l'âge et maintenant j'ai de plus en plus peur d'avoir un rapport sexuel. Ah ouais, ça, c'est des... ça. Et puis après, moi, j'ai du mal à avoir une relation pour l'instant. Exactement. C'est pour ça, je suis pas prêt. Enfin, vraiment passer mes potes, et tout, voilà, de la famille, tout ça, quoi, parler, tout ça, mais... Et puis des fois, on me parle un peu alors, Maëlys, tu plais avec? Bah non, pourquoi? C'est toutes les questions de frères qu'on peut me poser. Oui. Je dis, bah écoute, je plais avec, ah bah pourquoi? Ah, parce que je voulais pas tellement avoir une relation, tout ça, quoi. Enfin, oui, c'est pas arrivé là-dessus aussi, quoi. Ouais. On me pose des questions, c'est pas arrivé, mais enfin, là, il y a moins de questions maintenant. On me pose moins la question maintenant. Voilà. Moi, ce que je peux dire pour rassurer... C'est pas facile, quoi. Bah non, c'est pas facile. Voilà. C'est pour ça que ce que je peux dire pour rassurer, c'est premièrement, il n'y a pas d'âge pour avoir un premier rapport sexuel. Deuxièmement, un rapport sexuel, ça veut pas forcément dire pénétration. Être déjà tout nu avec quelqu'un et prendre du plaisir, le fait d'être proche nu de l'autre, on est déjà dans un rapport sexuel. On est déjà dans la sexualité. Oui, et d'accord. Ce moment-là, j'étais pas à l'aise. Voilà, j'étais pas du tout à l'aise de cette situation-là, ouais. De me mettre nu, j'étais vraiment pas à l'aise. Qu'est-ce qui te faisait mal à l'aise? Ça me faisait peur, ça, quoi. De faire l'amour, j'ai peur de... Et qu'est-ce qui te fait peur dans le fait de faire l'amour? Le fait de sexuel ou d'être comme ça, quoi. J'ai pas compris. C'est trop de faire l'amour, j'ai peur, quoi, sexuel, j'ai peur de ça. Il y a plusieurs choses qui peuvent faire peur dans le sexuel. Déjà, il y a cette peur des fois de pas être à la hauteur. C'est ça. De pas être capable de donner du plaisir. C'est ça. Ça fait peur. Ah, pourquoi ça? Ah oui. Pourquoi ça fait peur, ça? Parce que des fois, quand on n'a pas eu beaucoup d'amoureuses et beaucoup d'expériences sexuelles, on a l'impression qu'il faudrait avoir plein d'expériences sexuelles pour être un bon coup, entre guillemets. D'accord. Et en fait, ça, c'est pas la réalité. Parce que comme je vous ai dit, la sexualité, faut imaginer ça comme un grand champ avec plein de plantes différentes. On n'a pas besoin de savoir planter toutes les plantes. D'accord. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est communiquer avec l'autre pour savoir quelle plante l'intéresse. Donc quelle pratique l'intéresse. Et à partir du moment où on est à l'écoute et on communique, on est sûr d'être un beau coup, entre guillemets. Parce que la sexualité, c'est une rencontre entre deux personnes, un dialogue. Mais Théo, c'est bien aussi d'avoir des potes, des copains, des copines, des blagues, plus à rigoler. C'est ça. C'est du plaisir aussi. Est-ce que ça remplace un orgasme? Je sais pas. Après, je prends quand même du plaisir. Je prends quand même du plaisir que les bonnes personnes qui me soutiennent, les copains. Faut rester avec eux, c'est un bon début. Enfin, voilà. Merci. Ma copine, elle respire fort et quand je la touche, elle a des frissons. Ça c'est des signes du corps. Quand je disais tout à l'heure, le consentement, c'est le oui avec les mots et avec le corps. Ça, c'est des signes du corps. C'est des signes du corps qui prend du plaisir.
Quand on prend du plaisir sexuel, qu'est-ce qui se passe dans le corps ? La respiration, elle s'accélère, le cœur s'accélère aussi, on devient un peu rouge, on peut avoir des frissons parce qu'on contracte, et il y a des érections. Le pénis rentre en érection, le clitoris rentre aussi en érection. Donc toute la vulve devient un peu rouge. Ça, c'est un signe qu'on s'excite et on prend du plaisir sexuel. Même quand elle me voit, elle respire fort. Bah ouais, ça c'est le désir sexuel. C'est que tu l'attires sexuellement. Ok, bon. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait ? Moi, j'avais une copine autrefois. Ça fait un bail. Quand j'étais à Chlorfenant, je sais pas si tu connais. Et j'étais là-bas et près de Quimper et c'était une fille, une Tahitienne. Et du coup, pour moi, elle m'avait quittée dans même pas un an. Et j'étais pas bien du tout, mais vraiment pas bien, c'était pas bien. J'étais sur une table et j'étais allongée, j'avais bu, je me souviens plus trop ce qui s'est passé, mais trop. Et du coup, la fille, ça c'était avant. Et bon, maintenant, je parle plus de ça parce que c'était avant ça et je regrette tout ça. Ce dont tu veux parler, c'est que c'est une rupture d'une relation lesbienne ? Oui, c'est ça. Ouais, et qui t'a mis très mal ? Ouais, ça m'a fait très mal. Ouais, je comprends. Et ça, c'est vraiment le fait que la sexualité, c'est pas que le sexe, c'est aussi tout l'affectif, tout l'amour ça, en fait qui est derrière. Ouais. Et du coup, j'ai dû envoyer toutes ces affaires autrefois jusqu'à Brest et elle m'a jamais remercié, rien du tout. C'est pas une rupture qui s'est très bien passée. Non, et ça c'était pas bien et du coup c'était dans les sites et j'aurais pas dû y aller, c'était avant autrefois. Ouais. Vous me parliez tout à l'heure des grandes causes pourquoi on consulte. Ça m'arrive régulièrement d'avoir des personnes qui viennent me voir après un chagrin amoureux ou un chagrin sexuel, une rupture. Ouais. Et en fait, des fois, le fait qu'il y ait une rupture qui soit très douloureuse, comme tu parles dans ta relation lesbienne, là, c'est que ça bloque. Après, on n'est plus du tout ouvert à l'amour et à la sexualité. Non. Et on est complètement bloqué. On est bloqué, on est très bloqué, on n'est pas bien. Et des fois, la sexothérapie, elle est là pour apprendre à se réouvrir à son propre désir sexuel et à la relation à l'autre. Ah oui. Mais les prémices de ça, c'est d'abord de se reconnecter à son désir à soi. Avec la sexualité solo, la masturbation par exemple. Qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir à moi ? Qu'est-ce que j'aime ? Comment je prends du plaisir ? Et parce que je sais comment moi je prends du plaisir, je vais être capable de dire à l'autre, voilà comment moi je prends du plaisir, voilà où est-ce que on peut se rencontrer. Voilà ce que j'aime moi. Ah oui. Et qu'est-ce que je voulais te dire d'autre ? Maintenant j'ai un copain qui s'appelle Ewen. Et maintenant je suis heureuse comme ça. Enfin, maintenant je suis plus comme ça, mais maintenant je suis comme ça avec lui. Alors, tu disais que tu n'es plus lesbienne, t'es hétérosexuelle, mais le fait d'être attirée par les femmes et les hommes, ça s'appelle la bisexualité. Ah non, moi, je suis comme ça. Hétérosexuelle. Ouais. D'accord. T'as le droit. Tout est possible. Et tout est ok. Peut-être un jour, mais on sait pas. Eh non, on sait pas, c'est fluide. L'orientation sexuelle, c'est fluide. Merci Claire. C'est Claire. Pause musicale. On écoute un peu de reggae. What Taylor. Sur Radio Tkalon. Say when the fire start to blaze and the Babylon start to rage, King Selassie said the bass. King from Ethiopia, read Addis Ababa. World sound and power. When the fire start to blaze and the Babylon start to rage, King Selassie said the bass. King from Ethiopia, read Addis Ababa. World sound and power. I miss a word. Powers and sound, trample the wicked man down. Kick till we make it the hand boots. Now say me culture is my roots. Jah is the general, me will salute. Ethiopia, that's my heart and where I from. Living in unity and representing Jah kingdom. I never hide and never run. From Nova to Ghana, keep the fire burn hotter than the sun. When the fire have open, I burn them down. They could never hate. Rastafari come Babylon, they mag a burn. I burn them down. When the fire have open, burn, burn. Say when the fire start to blaze and the Babylon start to rage, King Selassie said the bass. King from Ethiopia, read Addis Ababa.
world sound and power. You're chilling on the streets, smoking on some weed. Try to do a live and do the best, so come here. Babylon, they want to reach, but they know them cannot see. The blind of the power of the Almighty King. Now I tried into my way at the highway, smoking on the highest grade, they call it high grade. They cannot block my word. Higher meditation to the high shine to my head. So blaze fire, blaze, the fire hard open. I burn them down, they couldn't ever head. Rastafari come Babylon, they make a plan. I burn them down, well the fire hard open. Burn, burn. Say when the fire start to blaze and the Babylon start to rage, King Selassie said the base. King from Ethiopia, in Addis Ababa, world sound and power. When the fire start to blaze and the Babylon start to rage, King Selassie said the base. King from Ethiopia, in Addis Ababa, world sound and power. I say me run them in our space to find another race. Don't you know King Selassie, I run the place. Me run them in our space to find another race. Oh my God, fire burn. I say me run them in our space to find another race. Don't you know King Selassie, I run the place. Me run them in our space to find another race. Oh my God, fire burn. Cause when the fire start blaze, well me spit tongues like bullies. Babylon they want to start, try to shoot and never. I push my music to the fullest. King Selassie show me the vibes and make it suffice and me can do this. Now hey, them birds I use them want to make a better living now. The fire will go blaze, Babylon they must go down. Them birds I use them want to make a better living now. King Selassie, I we are go free the children now. Say when the fire start to blaze and the Babylon start to rage, King Selassie said the base. King from Ethiopia, in Addis Ababa, world sound and power. Oh, you had a bed, I banned them down. They couldn't ever head. Rastafari come Babylon, they make a bed. I burned them down. Power of the Trinity, Rastafari. Say when the fire start to blaze and the Babylon start to rage, King Selassie said the base. C'était Rock Keller sur Radio Calonne. Qu'avez-vous pensé de ce moment ensemble? Super, avec Claire. Et je vais faire un message spécial. Ewen, je l'aimerais toujours dans tout le temps, toute ma vie. Merci Claire d'être venue. Ça m'a fait beaucoup de bien d'en parler sur ce sujet. Merci beaucoup Claire. Merci Antoine. Merci à tous. À tout. Pour tout. Merci Claire de venir nous voir et parler. Allez, au revoir. Impeccable. Tiana Bobochal. Merci, j'ai bien aimé l'information. J'ai bien aimé. Je remercie Claire. Je remercie Antoine de la radio. Et Alexandre Chaton, je t'aime, Marie. C'était vraiment un super moment. Si on peut résumer rapidement ce qui est important de se redire, c'est d'une part que la sexualité, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde, ça a quelque chose d'inné et c'est des apprentissages. Donc c'est important d'avoir de l'éducation à la sexualité avec des supports comme des livres, par exemple Corps, Amour et Sexualité, mais d'autres supports qui peuvent exister. Ensuite, le deuxième point qu'on s'est dit, c'était quand même que la sexualité, le plus important, c'est de communiquer. Que la sexualité, c'est un dialogue avec l'autre. C'est déjà de dialoguer avec soi-même, avec son corps, par la sexualité solo, la masturbation, pour découvrir ce qu'on aime, pour pouvoir ensuite le présenter à l'autre. Et de communiquer avec l'autre, c'est ce qui permet à la sexualité d'être la plus apaisée. Et un des derniers points, c'est effectivement de ne pas hésiter à demander de l'aide par les professionnels de santé, de la santé sexuelle, les sages-femmes, les médecins, les gynécos par exemple, ou alors un sexologue ou une sexologue. A bientôt sur Radio Calonne. À bientôt sur Radio Calonne.
sur Radio Canon. Viens avoir vos châles, Dieu. C'est à croire qu'on ne peut plus l'encadrer. C'est à croire que la France avance à de braquet. Terre d'égalité des chances, encore une parole en l'air. Mais pour les plus démunis, le travail est précaire. Et dans la course aux urnes, ils ont les belles formules, les techniques de drague, mais tous les jours font grailler. C'est la croix, la bannière et la course aux thunes. Ceux qui décident des lois ont peur pour leur fortune. Ici c'est la méthode couée, la gueule de bois. Dans ce pays tenu par les vieux, où tu marches au pas, c'est le concours de bite. Et la foire aux amalgames qui sène la graine du fanatisme. Et les procès d'intolérance, c'est l'idéal bling bling. Et le lobby des marques, le dictat du médiocre et la boulimie du manque. Trop de carcan, trop de friction, pas d'inflexion. Ce soir c'est action. C'est à croire que ce pays devient vache. C'est à croire qu'on a tous fait sur la rage. À croire que tout nous oppose et pourquoi ils nous divisent. Et sur la peau, pas qu'ils disent il y a la France qui s'agit. C'est à croire que ce pays devient vache. C'est à croire qu'on a tous fait sur la rage. À croire que tout nous oppose et pourquoi ils nous divisent. Et dans nos têtes, quoi qu'ils disent il y a les rêves qui survivent. C'est à croire qu'ils ne nous représentent pas, qu'ils préfèrent nous voir tourner au milieu des bars comme des rats. Flicage, français, police, barbares, jeunesse, baïonnée, sors de ton territoire. Et prends la parole au monde, ne nourris pas la violence. Nous sommes tous solidaires dans cet état d'urgence. Un grand forum populaire, éducation, culture sont les bases prioritaires pour éviter la rupture. Ici le terme est lâché, identité nationale, ça sent la merde à plein nez, la sélection par le bas. La France a mauvaise haleine et son état dépressif. Elle veut nous foutre à la place et banaliser le peine. C'est la diversité des peuples qui fait la richesse d'une nation. Quand le tout communautaire maintient les gens sous pression. Trop de carcan, trop de friction, trop de flagrant, délit d'oppression. C'est à croire que ce pays de